Bonjour, alors on va continuer le chapitre 3. On va parler dans cette section-ci de la cinématique à accélération constante. Peut-être juste faire un petit rappel de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a parlé du concept de vitesse, comment on définissait la vitesse. On a parlé du concept d'accélération, comment on calcule l'accélération. Et on a travaillé sur des représentations sous forme de graphique de la position, la vitesse et l'accélération, et comment, à partir d'un graphique, déduire les autres grandeurs physiques qui nous intéressent. Donc, on part de l'accélération pour ça dans la position, de la position à l'accélération. C'est ce qu'on a vu. Maintenant, dans cette section-ci, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'aller chercher des équations plus générales qui vont pouvoir s'appliquer à chaque moment où on a affaire à une accélération constante. Et jusqu'à maintenant, dans les graphiques qu'on a vus, si je remonte un petit peu précédemment, vous voyez, dans chacune des sections présentées dans ce graphique-là, on a toujours des situations où l'accélération est constante. Oui, ça change entre les sections, mais on peut quand même regarder si l'accélération est constante. Il n'y avait jamais le moment où l'accélération montait ou descendait. On faisait une genre de parabole. C'est toujours des blocs où on a une accélération constante. Donc, on va continuer un peu dans cette façon de faire. On va garder la situation le plus simple possible. Et on va parler donc de la cinématique à accélération constante, qu'on peut appeler aussi mouvement rectiligne uniformément accéléré. Vous allez des fois voir apparaître l'appellation MRUA pour justement un mouvement en ligne droite avec une accélération uniforme, donc constant. Les deux appellations, vous allez les retrouver. Et souvent dans cette section-là, on va voir les grandeurs physiques exprimées des fois un peu différemment. Donc je vais juste ici utiliser la même notation que vous allez voir dans les livres quand vous parlez de cette section-là. Le temps T, ce que j'utilise, c'est pour représenter le temps écoulé. Donc, à partir, c'était un peu notre delta T de précédemment. Donc, le temps écoulé entre un premier instant, qui serait notre temps zéro, et le temps qu'on regarde, où on regarde notre situation. X, c'est la position de l'objet à ce temps T-là. Donc, on peut appeler ça aussi la position finale ou la position au temps T. X0, c'est notre position initiale, au moment où notre situation commence. V, c'est la vitesse au temps T, donc la vitesse de mon objet au temps qui nous intéresse. V0, la vitesse initiale, et A, c'est une constante, c'est l'accélération. Donc on va essayer d'aller chercher des équations plus générales qui vont pouvoir s'appliquer justement à chaque fois qu'on a un A constant. Ce qu'on va vouloir trouver, c'est une équation qui va par exemple définir la vitesse. C'est ce qu'on veut, dans cette section-ci, on va essayer d'avoir, mais comment on trouve la vitesse d'un objet à travers le temps quand on a une accélération constante. Ce qu'on va faire, on va utiliser la définition de l'accélération moyenne, delta V sur delta T, pour regarder, en utilisant la façon d'écrire avec les grandeurs physiques ici, ben on a delta V, c'est la différence entre la vitesse finale et la vitesse initiale. Et mon delta T, c'est mon temps, le temps qui s'est écoulé. Donc on part d'une vitesse V0, on se met à accélérer à partir du temps T égale à 0, avec une accélération qui est une constante. Donc l'idée de l'accélération moyenne ou l'accélération instantanée, c'est la même chose, vu que l'accélération ne change pas. Peu importe si on regarde la moyenne dans un certain temps ou à un moment précis, on va retrouver la même valeur. Et finalement, de là, on va vouloir isoler la variable V. Donc c'est ce qui est fait dans cette équation-ci que vous avez sûrement déjà vu dans votre cours de physique de secondaire 5. C'est l'équation qui va donner donc la vitesse d'un objet à travers le temps. Première équation qu'on va utiliser, que vous aurez sur votre feuille de formule pour faire les exercices et faire les examens. Deuxième chose qu'on va vouloir trouver, c'est un petit peu plus complexe à prouver, on ne pourra pas juste partir d'une équation qu'on a déjà, c'est trouver la position d'une particule ou d'un objet à travers le temps. Encore une fois, on a une situation où il y a une accélération constante. Et comment on va faire ça? On va utiliser la méthode des airs. On va regarder comment la vitesse varie à travers le temps. L'idée, c'est que si on veut
connaître la position, on peut regarder l'air sous la courbe de notre graphique de vitesse en fonction du temps. Et à partir de là, on devrait trouver une expression pour la position. Donc, qu'est-ce qu'on a? V en fonction du temps, mais ça, on le connaît très bien. On l'a défini ici. Donc, au temps 0 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a comme vitesse? On a une vitesse V0. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au temps à la fin, au temps t? Ben, on est rendu, la vitesse a augmenté ou diminué en fonction de la situation. Et la valeur à la fin, à un certain temps t, c'est V0 plus de combien ça a monté à t. Donc la vitesse augmente avec une pente qui est la même tout le long, puisque on la regarde des situations avec une accélération constante. Donc ça fait cette forme-là de graphique. Si l'accélération est négative, ça diminuerait comme ça. Si l'accélération est positive, ça augmente comme ça. Et on va donc utiliser la méthode des airs, cette stratégie-là qu'on a développée dans la capsule précédente, pour essayer d'évaluer de combien ma position va varier. La logique, c'est que si on regarde l'air sous la courbe, on a l'information de combien varie notre position. Donc, le delta x va être de combien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a décomposé en deux aires, l'aire de mon rectangle en bleu et l'aire de mon triangle en jaune. Mon rectangle, c'est relativement simple. On a une base de valeur t. Donc là, ici, c'est t, ma valeur, le temps. Et ma hauteur, c'est V0. Donc t fois V0. Pour ce qui est de mon triangle, ben on a, c'est quoi la base? C'est encore une fois t. On a donc une base de t. Fois la hauteur, on l'a écrit ici, c'est AT. Et puisque c'est un triangle, on divise le tout par 2. Donc, juste réécrire les choses. On a delta x est égal à V0t plus, je mets en évidence le 1/2, le a, le t au carré apparaît ici. Et finalement, ce que je vais vouloir faire, c'est exprimer, décomposer mon delta x en x moins x0, donc x final moins x initial. Et je l'aboutis à cette équation-ci que normalement vous connaissez, l'équation d'une parabole, mais aussi l'équation de la cinématique qui donne la position en fonction du temps. Donc si on connaît d'où on part et avec quelle vitesse on part, et surtout comment on accélère, on peut rentrer ici le temps et regarder à tout moment on est rendu à quelle position. Donc très utile, une équation que vous aurez sur votre feuille de formule aussi, vous pourrez utiliser. Normalement, vous avez déjà manipulé un peu. Finalement, on va se baser sur ces deux équations-là. Donc, c'est les deux équations qui définissent nos grandeurs physiques qui nous intéressent, la vitesse, la position. L'accélération, c'est une constante, donc elle sera souvent donnée ou vous allez la connaître dans le problème. Elle ne changera pas. Mais les deux autres, c'est ce qui sera utile pour résoudre certains problèmes. Dernière chose que je vais faire, juste manipuler un peu les deux équations pour essayer d'obtenir une équation où la variable du temps n'apparaît pas. C'est très probable que dans le même problème, vous allez avoir des informations, par exemple une voiture, vous savez qu'elle accélère, qu'elle arrête à une certaine distance, mais vous n'aurez pas d'informations sur le temps. Donc, ce qu'on va essayer de faire, au lieu que vous ayez à manipuler algébriquement ces deux équations, les problèmes sont déjà un peu complexes par moment, donc peut-être que ça ne serait pas utile de refaire toute cette démonstration. Je vais vous présenter une équation que normalement vous avez déjà vue, mais qui permet de se débarrasser de la variable t. Donc on part de nos deux équations qu'on connaît, et aussi celle-ci. Et on va aller chercher, dans le fond, l'idée c'est qu'on a deux équations et chacune dépend du temps. Donc je peux faire une petite substitution. Je vais regarder mon temps ici, comment je peux l'exprimer. Je vais isoler le temps. Le temps donc c'est V moins V0, donc j'amène le V0 là. Et finalement je divise le tout par A. Donc j'ai amené le V0 d'un côté, je divise par A. J'ai l'expression
me donne une information sur le temps. Si je calcule ces choses-là, je sais que c'est égal au nombre de secondes qui s'est écoulé entre le moment où on avait V0 et le moment où on avait. Je vais donc l'introduire dans mon équation ici, remplacer le temps par ça, et en faisant cette substitution, normalement vous pouvez faire ça, x, donc dès que vous voyez le temps, hop, ici on a un temps, je vais le remplacer par v moins v0 sur a, et ensuite plus une demi a, et là on l'a un t au carré, donc je mets cette parenthèse-là au carré. Finalement, on va essayer de simplifier les choses. On a une équation qui ne dépend pas du temps, mais c'est un peu gros, il y a beaucoup de parenthèses. Il y a probablement une manière de l'écrire beaucoup plus élégante que de cette façon-ci. Donc on va essayer de se simplifier un peu la vie. Donc ce que je vais faire, je vais distribuer mes parenthèses. Donc je vais donc ici distribuer le V0 à chacun de mes termes, juste pour me débarrasser des parenthèses. Donc moins V0 au carré sur A, donc j'ai distribué ici. Et ensuite, je vais développer un peu mon carré. Donc j'ai deux termes, deux binômes un binôme qui est au carré. Donc je fais une grande parenthèse pour me débarrasser de ce petit carré-là. Donc le carré vient pour le A, donc il y a un A au carré au dénominateur. Sinon, mais vous savez comment faire ça. Le V fois V, ça fait V au carré. Moins V0 fois moins V0, ça fait plus V0 au carré. Et ensuite, il y a le terme mixte qu'il faut pas oublier. Donc V fois moins V0, deux fois. Comme ça. Alors là, vous êtes capable de faire ce petit développement de parenthèse. On arrive bientôt à quelque chose d'un peu plus élégant. On est rendu à distribuer ici le petit A sur 2. Donc, plus V0V sur A, moins V0 au carré sur A. Et là, il y a un A qui simplifie. Donc, il y en a deux au dénominateur, un au numérateur. Donc, ça va être un peu plus simple. Ici, divisé par 2A. C'est un plus, ouais, c'est positif. Donc, ici, le V0 au carré aussi, ça ressemble un peu à ça. Et ici, les deux simplifient. Donc, ça fait sur A. Vous réalisez que certains termes s'annulent, donc les termes mixtes ici se simplifient. Donc, on est rendu là. Je vais juste continuer à écrire où on est rendu. Moins V0 au carré sur A. Donc finalement, ce que je vais vouloir faire, puisqu'il y a un dénominateur qui est un peu dérangeant, je vais essayer de me débarrasser du dénominateur. Donc ce que je fais ici, faire fois à toute mon équation, je vais faire fois 2a. En faisant ça, je n'aurai plus de dénominateur, puisque je me débarrasse ici de ce dénominateur-là, et celui-ci va disparaître aussi. Donc rendu là, 2ax égale à 2a x0. Et là, vous voyez les V0. Ici, on a moins une demi, on a moins 1 plus une demi, donc il reste moins une demi. Donc, moins V0 sur 2A fois 2A. Donc, on se débarrasse ici de mon 2A. Et finalement, dernier terme, ici. Donc, 2A divisé par 2A, il n'y a pas de 2A non plus. On arrive bientôt à la fin. On va juste isoler. Oh, ici, c'est un V. Le deuxième terme, c'est V. Il n'y a pas de V0. On arrive bientôt à la fin. On va juste choisir de mettre en évidence une variable. Donc, je vais choisir de mettre en évidence cette variable-ci, V au carré. Ça fait donc, en amenant le V0 de ce côté-ci, V0 au carré,
et de a x moins x0. Donc, nouvelle équation que vous aurez sur votre feuille de formule. Vous êtes normalement capable de faire cette substitution dans un problème, mais pour simplifier un peu notre vie, je vous donne l'équation ici, vous pouvez utiliser directement. Donc, les trois équations de la cinématique à accélération constante, vous pourrez donc les utiliser dans un cadre de résolution de problème. Ça va être des mises en situation, des contextes où vous aurez à utiliser ces équations-ci. Et puisque des fois, les problèmes vont être des mises en situation, vouloir essayer d'imaginer les choses, pouvoir bien répondre aux problèmes, je vous ai mis les méthodes de résolution. La méthode de résolution que je vous propose de suivre quand vous faites face à un problème de MRUA, il va y avoir une mise en situation. Première chose à faire, c'est d'essayer d'imaginer dans votre tête qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez utiliser des objets que vous avez devant vous. Essayez de visualiser le problème. OK, on a un objet qui bouge de cette façon-là. L'idée ensuite, ça va être d'essayer de faire un petit schéma ou si vous pouvez tracer un graphique qui représente la chose, c'est quand même bon aussi. Donc, un petit schéma, visualiser le problème. Et sur le schéma, ensuite, ça va être important de mettre un système d'axes. Je ferai un exemple avec vous de comment on résout ce genre de problème-là. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit système d'axes pour me dire, communiquer à la personne qui va regarder le problème et que ça soit clair pour vous quand vous allez faire les prochaines étapes. Dans quelle direction vous mettez les X positifs, donc les X, les vitesses positives et l'accélération positive, pour que ça soit cohérent. Puis si vous voyez l'accélération négative, vous savez exactement, en regardant le schéma, de quel côté l'accélération est. Donc, mettre un petit système d'axes. Quand il y a une étape très importante aussi, ça vous met aussi où se retrouve votre zéro de votre système d'axes. Ensuite, écrire les variables qu'on connaît. Si le problème, c'est pas si évident de comment le résoudre, mais au moins, regardant le problème, on parle de vitesse initiale, c'est ça. Donc, prendre le temps de noter chacune des informations que le problème vous donne avec les bonnes unités et aussi, surtout, les bons signes. Faire attention aux signes. Parfois, on donne la vitesse dans le problème, mais on ne dit pas si elle est positive ou négative. Dans ce cas-là, il faut regarder, en fonction de votre petit système d'axes, quel signe vous allez utiliser. Vous allez mettre. Donc, très important de faire cette étape-là, de faire attention à ça. Finalement, de juste noter qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on demande dans la question. Et finalement, avec les variables que vous avez, que vous connaissez et les variables que vous cherchez, essayez de trouver les équations qui vont peut-être être utiles pour relier ces grandeurs physiques-là ensemble. Finalement, faire un peu de calcul, d'algèbre pour trouver le résultat. Et finalement, dernière étape, quand même très important de prendre le temps de faire cette étape-là, c'est de vérifier si c'est plausible comme résultat que vous voulez d'obtenir. Si on parle du déplacement d'une voiture qui se déplace en quelques secondes, puis vous obtenez un déplacement de 1 million de kilomètres en quelques secondes, ben peut-être qu'il y a un problème. Si c'est une voiture bien normale, peut-être que vous avez fait une erreur dans votre calcul, ou si jamais vous savez que à la fin, vous allez avoir une vitesse positive à cause de la situation, puis vous obtenez une vitesse négative, vous mettre en doute, peut-être que j'ai fait une erreur. Évidemment, dans les premières fois que vous allez faire des résolutions de problèmes, c'est très très possible que vous fassiez des erreurs, ça m'arrive encore d'en faire. Donc, une bonne étape pour juste s'assurer de voir si on a fait des erreurs, c'est de regarder à la fin, est-ce que c'est plausible? Est-ce que j'ai une erreur de signe? Ça devrait obtenir un plus, j'ai obtenu un moins. Regardez, vous mettre un peu en doute. Si jamais ça n'a pas de bon sens, ce que vous obtenez quand à la fin. Donc, c'est un peu les étapes à suivre. Je vous invite vraiment à les faire, ces étapes-là. Et surtout, la 7e, si jamais à l'examen, vous manquez de temps vous voyez que votre réponse n'a pas de sens, vous manquez de temps pour aller essayer de trouver l'erreur, au moins me faire une petite note. J'ai obtenu un moins, c'est pas normal, ou réponse un peu bizarre, j'ai sûrement fait une erreur. Comme ça, vous auriez davantage de points si je vois que comprenez que vous avez fait une erreur, même si vous n'avez pas eu le temps de la trouver, que juste de me donner une réponse qui n'a pas de sens, sans me rien me dire. Ma correction va être plus gentille si je vois que vous avez réalisé. Vous avez quand même pris le temps de faire l'étape 7, de réaliser, il y a un problème. J'ai une question, un petit exemple de résolution de problème pour vous. Donc, pour mettre en application un peu les équations de la cinématique à accélération constante, mais aussi cette petite méthode de travail que vous aurez à
appliquer par vous-même ensuite. Donc, on fera d'autres exemples ensemble dans les périodes de disponibilité, mais pour que vous voyez un peu les étapes, à quoi ça ressemble, mais je le fais avec vous. Donc, on prend le temps de lire la question. Deux automobiles roulent l'une vers l'autre. La voiture A possède une vitesse de 16 mètres par seconde. La voiture B, il devrait avoir B, une vitesse de 8 mètres par seconde. Lorsque les deux voitures se trouvent à 45 mètres l'une de l'autre, elles se mettent à accélérer l'une vers l'autre. Donc, c'est une situation où on a deux voitures qui se déplacent et le problème commence réellement quand on a 145 mètres. Là, ils se mettent à accélérer. Il y a une situation d'accélération. Et la question, ça va être où et quand est-ce qu'elles vont entrer en collision. Donc, un problème quand même complexe comme premier problème que je vous donne. On a deux objets qui se déplacent. Donc, jusqu'à maintenant, on avait surtout analysé un objet. Donc, il va falloir regarder aussi comment on travaille quand on a deux objets qui font des choses différentes. On a aussi donné l'accélération. Donc, les deux voitures qui se mettent à accélérer, c'est sûrement soit les cascadeurs qui veulent créer une collision ou peut-être que les voitures sont téléguidées pour justement tester faire les tests de collision, enfin peu importe. Peu importe la raison qui se cache derrière, l'idée c'est qu'on a aussi l'information sur l'accélération. La voiture, elle se déplaçait vite, mais elle accélère un peu moins. La voiture B, elle accélère plus, mais elle se déplaçait plus lentement au début. À voir à quel endroit et après combien de temps tout ça va entrer en collision. Première étape, faire un graphique. Donc, essayez juste de visualiser la chose. Donc, on a une route avec deux voitures. Donc là, vous pouvez faire la plus belle voiture que vous êtes capable. Donc, c'est le schéma. Et ça, c'est notre voiture A. Voiture A qui se déplace. Et ensuite, la voiture B. Je vais en faire une un peu différente. C'est une genre de décapotable. Peu importe. Vous ferez votre plus belle voiture que vous pouvez faire. Dans le schéma, qu'est-ce qu'on met? Bien là, on reprend un peu la situation. On voit que les deux voitures se dirigent l'une vers l'autre. On a des informations sur les distances, donc ça peut être bon de prendre le temps de bien les identifier dans le problème. On sait que les voitures, quand ils se mettent à accélérer, sont à 45 mètres l'une de l'autre. On peut aussi mettre les valeurs de vitesse pour bien représenter comment les choses vont bouger. Pas trop en mettre, mais quand même, les distances, souvent, c'est une bonne chose à mettre. Peut-être les vitesses aussi, comme ça, vous voyez. Quand vous lisez le problème, vous faites « Ah, ok, voiture A, voiture B ». C'est clair de quoi on parle. Donc, de cette façon. Deuxième étape, mettre un système d'axe. Donc, prendre le temps de mettre un système d'axe. Et là, c'est un petit outil que vous allez placer comme vous voulez. Il y a des façons évidemment, pour se simplifier un peu la vie, mais c'est un petit outil, c'est un système d'axe. C'est probablement une dimension sur une route, donc de gauche à droite. Et vous choisissez la direction que vous allez nommer positive. Et donc, moi, je vais y aller avec ma voiture A, ça va être ma direction positive. Et mon 0 va se retrouver de mon axe, donc c'est une petite échelle, mon petit axe X. Mon 0 de mon axe va se retrouver là où est ma voiture A, au moment où les deux voitures accélèrent. Si jamais j'avais mis le 0 ici, souvent on va le mettre 0 à un endroit où les voitures, les objets se retrouvent, ou le sol, peu importe si vous êtes à la verticale, quelque chose comme ça. L'idée, c'est que si je l'avais mis là, mais là, ma collision serait passée du côté négatif. En le mettant là, ça se passe du côté positif. Donc, deuxième étape de fait. Troisième étape, écrire les variables qu'on connaît. Donc, on va lire le problème et regarder qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce qu'on a comme information. Donc, première chose, pour la voiture A, qu'est-ce qu'on connaît? Bien, on connaît sa position au début. Donc, je vais noter ici la position initiale de la voiture A, c'est quoi? Donc, on est au début, on se retrouve à 0 mètres. J'ai mis mon 0 à la position de la voiture. C'est quoi sa vitesse? La vitesse initiale de ma voiture, c'est mon 16 mètres.
Et finalement, l'accélération de ma voiture A, c'est, donné dans la question, 2 mètres par seconde carrée. Donc ça, c'est pour ma voiture A. Juste cette information-là. Je ne connais rien d'autre. Pour la voiture B, qu'est-ce que j'ai? J'ai les mêmes informations. La position au moment où les deux se mettent à accélérer, c'est quoi? Ma voiture est à 45 mètres. 45 mètres ici. Ma vitesse pour la voiture B, c'est 8 mètres par seconde. Et là, c'est pour ça que j'ai mis en parenthèse ici, faites attention au signe. On se dirige dans quelle direction? On se dirige vers les valeurs négatives sur mon petit axe. Donc, il faut que je mette ma vitesse négative. Parce que, puisque ma voiture se déplace vers les négatifs, il faut l'indiquer. Et ça va être sur ma vitesse. Ma vitesse est vers les valeurs négatives. Et finalement, mon accélération de 4 mètres par seconde carrée. Faites attention aussi, on accélère vers l'autre voiture, donc on accélère en direction des valeurs négatives, donc il faut mettre un moins aussi à l'accélération. Donc vous voyez, ça peut être des fois mélangeant. Je ne sais pas si vous l'auriez mis intuitivement en disant le problème, mais c'est vraiment la chose à faire attention. Quand vous notez les grandeurs physiques, regardez le problème, imaginez, ok, j'accélère dans quelle direction? Est-ce que si je ralentissais, j'accélérais vers le côté? Si ma voiture B était en train de ralentir, je serais en train d'accélérer du côté positif. Mais là, on accélère vers l'autre voiture. Donc, si on freine tout ça, c'est comme si une force nous retenait, quelque chose nous retenait dans une direction par là. Mais là, la voiture B, elle accélère par là. Elle va de plus en plus vite par là. Donc, on a une accélération négative, vers les valeurs négatives, pour que notre vitesse devienne de plus en plus négative. C'est ce qu'on va vouloir obtenir. Donc, on a fait l'étape 3. Écrire ce qu'on cherche. On cherche une position où et quand. Si vous prenez le temps de lire, on demande où et quand. Donc, on a besoin de deux réponses. Ou, on va appeler ça X, collision. La position où a lieu la collision. Pour l'instant, c'est pas trop le qu'on cherche. Comment calculer ça, mais juste noter quelque chose. Et quand, on va appeler ça le temps. Le temps qui nous intéresse, ça va être noté. L'endroit où il y a la collision et le temps où il y a la collision. Voilà. Sinon, trouver les équations qui peuvent être utiles dans notre cas, on a des positions des vitesses et des accélérations, des vitesses initiales. Donc, il y a une équation qui utilise ces choses-là. C'est x est égal à x0 plus v0 t plus 1/2 at carré. C'est l'équation de la position. Ça risque d'être utile pour nous. Et là, on va l'avoir. On va avoir deux objets qui vont bouger. Donc, pour ma voiture A, il va y avoir certaines valeurs de pour ma voiture A. Donc, si je rentre les informations ici, j'aurai les informations de comment la position de la voiture A varie dans le temps. Et aussi, j'ai une deuxième voiture. On prend le temps de regarder qu'est-ce qu'on connaît pour la voiture B et qu'est-ce qu'on connaît pour la voiture A. Accélération pour B. Donc, j'ai ça. J'ai identifié les équations que je pense qu'il va être utile pour nous. J'imagine que ça va être utile. Les équations qui donnent la position en fonction du temps. Les objets vont entrer en collision à un certain endroit. Et c'est X, V et A. On a ça. X, V et A. On a ça dans la question. J'ai donc, c'est le truc à faire aussi si vous avez deux objets. Prendre le temps de bien identifier, ok, est-ce que je suis en train de regarder le mouvement de mon premier objet ou le mouvement de mon deuxième objet? Je peux maintenant tout de suite, peut-être pour simplifier les choses, rentrer les valeurs que je connais dans mes équations. XA, c'est égal à, ici ça donne 0, plus la vitesse initiale, c'est 16t, plus 1/2 fois 2, donc ça se simplifie, t au carré. Alors que pour la position B, on part à 45, on est à 45 ici, on a une vitesse négative de 8, et finalement, une accélération de moins 4, donc moins 4 divisé par 2,
moins 2t au carré. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche où et quand est-ce qu'elle entre en collision. Comment définir la collision? Qu'est-ce qui se passe quand les deux objets vont entrer en collision? Mais la collision, c'est quand les deux objets, les deux voitures vont se retrouver à la même position. Donc la position de A devrait augmenter tranquillement, la position de B devrait diminuer, se rapprocher de 0 tranquillement aussi. Et à un certain moment, quand les deux sont à la même position, elles vont rentrer en collision. Donc mathématiquement, c'est comme ça que je vais noter les choses et à partir de là, je vais pouvoir aller continuer le problème. C'est aussi ce qui va nous permettre de relier les deux équations ici qu'on a présentées. Donc je fais ça, les deux sont égales, donc XA ça égale à quoi? Ça égale à 16t plus t au carré. XB c'est égal à quoi? À 45 moins 8t moins 2t au carré. Et j'ai une équation ici avec une seule inconnue, c'est le temps que je ne connais pas. Normalement, si j'ai une équation avec une inconnue, je devrais être capable d'isoler mon inconnu pour savoir c'est égal à quoi, si tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai des valeurs au carré. Donc, quand on a une équation juste avec une variable et que les variables est au carré, il y a une façon que normalement vous connaissez pour isoler, avoir les informations. C'est quoi la valeur de t? C'est de ramener tout d'un même côté et de faire les zéros d'une fonction quadratique. Donc, si j'amène tout du même côté, ici j'ai un t, ici avec les deux de l'autre côté, ça m'en donne 3. J'en ai 16 plus 8, ça donne 24. Et mon 45, si je l'amène là, ça donne moins 45 qui est égal à 0. Donc, je rapproche. Pour me simplifier, je vais diviser par 3 partout. C'est pas obligatoire, mais puisque j'ai un 3, si je divise par 3, la valeur A va être égale à 1. C'est un peu plus simple à calculer. Et ça a donné que j'ai utilisé des multiples de 3, donc c'est pratique. Et finalement, pour trouver le temps, qui est une de mes deux choses que je recherche, je fais ce que vous savez normalement comment faire. Pour trouver le temps, c'est moins b plus ou moins racine de b carré moins ac divisé par 2a. Donc le temps, moins 8 plus ou moins racine de 8 au carré plus 4 fois a fois c moins 4 fois a fois c, donc ça fait plus 60 divisé par 2a, donc le a est égal à 1. Il y a donc deux réponses, comme vous savez quand vous avez un au carré, variable au carré, ça crée deux réponses. Donc c'est quoi les deux réponses? Première réponse que vous allez obtenir, le premier temps, 1,57 secondes. Le deuxième temps que vous obtenez, c'est moins 9,57 secondes. Lequel est le bon? Souvent, ça serait plus que les deux réponses soient bonnes. On va voir d'autres problèmes plus tard dans le cours où il y a deux réponses possibles à notre situation. Dans ce cas-là, on imagine des voitures qui accélèrent vers l'une vers l'autre. Ce serait surprenant qu'il y ait deux moments où elles rentrent en collision. Et là aussi, ce qui va nous aider, c'est qu'on a un temps négatif. C'est comme s'ils rentraient en collision avant que le problème commence. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est mathématiquement, il y a une équivalence. Mathématiquement, ça serait possible, mais pour nous, physiquement, on voit que ça n'a pas de sens, un temps négatif, et qu'on le rejette. Et on a la réponse, une des deux réponses qu'on cherche, le temps. Finalement, mais si je veux savoir l'endroit où les voitures rentrent en collision, je sais à quel moment elles rentrent en collision, et je sais à quelle position un objet se retrouve en fonction du temps, mais je peux savoir où ça va se passer. Simplement en prenant cette équation-ci et en rentrant la valeur du nombre de secondes que je connais là-dedans, 1,57 au carré. Donc ça c'est mon XA qui va être aussi l'endroit où ça rentre en collision. Ce qui veut dire que mon X collision, c'est, en faisant ce calcul-là, vous allez obtenir 27
0,6 mètres. Donc, c'est la deuxième réponse que je cherche. On avait le quand, et maintenant on a le où. Et 45 divisé par 2, ça fait 22,5. L'idée, c'est que ça va être un peu plus du coup proche de la voiture B, où la collision va se passer. Oui, la voiture B accélérait plus, mais la voiture A partait avec une plus grande vitesse. Fait que c'est plausible, vu que ça prend pas beaucoup de temps avant que les deux entrent en collision. C'est bien plausible que la collision ait lieu un petit peu de ce côté-là, proche de la voiture B. Et on a bien trouvé une position entre les deux. On a trouvé quelques secondes, 1,5 secondes. Ça semble être plausible. 6e étape, c'était ça qu'il fallait faire. Ça semble être plausible. Donc, je vais remettre au professeur ou à la personne qui corrige ce problème ces deux réponses en espérant que ce soit les bonnes. Donc voilà. C'est comme ça qu'on résout un problème. On va en faire d'autres ensemble. Vous allez en faire plusieurs par vous-même pour être sûr que vous êtes capable de manipuler les équations et bien représenter les choses. Ça prend de la pratique. C'est le premier exemple que j'ai fait avec vous était quand même complexe parce qu'il y avait deux objets. Donc, il fallait décomposer, si on parle de mon objet A, de mon objet B, faire une petite équation mathématique qui représentait la collision, être capable d'imaginer ça, ok, c'est quand les positions sont les mêmes que mon objet entre en collision. Et faire un petit peu d'algèbre. L'algèbre n'était pas si simple non plus, puisque ça nous faisait passer par les zéros d'une fonction quadratique. Donc voilà, c'est un problème quand même complexe, mais juste pour vous montrer qu'est-ce que vous devez être capable de faire rendu à la fin du chapitre 3. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne journée.